Alors, on est donc le 5 février 1984. Une personne qui était donc amie de Michel accompagne François à la gare de Valence. Ils ont passé le week-end. François, il est avec son amoureuse, il a 9 ans, son amoureuse s'appelle Olivia. Il va passer le week-end avec les parents d'Olivia, qui sont des amis de Michel. Arrivé à la gare de Valence, elle l'accompagne. Moi, je suis à la gare de Pierre-Latte, j'attends François qui doit arriver à la gare de Pierre-Latte. À l'époque, de mémoire, on est un peu dans ce cadre d'un week-end sur deux. Les parents ont divorcé. Et donc, je suis à la gare de Pierre-Latte, il n'arrive pas. D'un autre côté, j'apprendrai que lui, il a loupé son train, il est retourné dehors et il n'y avait personne pour l'attendre. Il était paumé. Ce gamin est perdu dans la gare. Il pleure, on le verra pleurer. On saura tout ça après. On verra pleurer, donc perdu. Sur son chemin, il va rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelle Patrick Thomas, nom de famille, qui a 18 ans et demi. Un gamin quand même, un peu paumé. Il est paumé dans le sens où il a été largué par sa copine, largué par sa famille, largué par l'armée. Il souhaitait faire l'armée, mais compte tenu d'une opération du cervelet, il ne fera pas l'armée. Il est un peu paumé et je pense aussi qu'il avait peut-être un peu picolé. C'est le contexte. Donc il va rencontrer François et puis il va se produire quelque chose qui manifestement, cette personne-là, donc Patrick Thomas, ne pouvait pas contrôler. Un premier mot important, ne pouvait pas contrôler. Ça s'appelle « ça a été plus fort que moi ». Au moment où je le dis, j'attire votre attention sur un autre sentier. Dans ma parole, depuis 30 ans, je suis une personne qui a juste voulu comprendre. J'attire votre attention sur le mot « comprendre » qui ne veut pas le même mot que « excuser ». Je souligne. À la limite, je suis un scientifique. Je ne suis pas un scientifique au sens d'une image, c'est celui qui est curieux. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire ouvert, mais en même temps boosté. Je suis le père qui a vécu 3 mois dans la haine. C'est affreux, mais je l'ai vécu. Pendant ces 3 mois, j'ai vécu avec des monstres. J'ai cohabité avec des monstres, c'est-à-dire d'un imaginaire de monstres, comme on peut en avoir quand on est gamin. J'ai cohabité avec ça. Et puis un jour, en mois de mai 1984, commissaire Guénaud, qui était le commissaire chargé de l'enquête, m'appelle un matin à 8h et me dit « Monsieur Gérard, les bras nous en tombent. Il n'est pas borgne, il n'a pas, comme on pourrait, les monstres déformés. On n'est pas du tout là-dedans. Comme souvent, on dirait. Non, il a 18 ans et demi, les bras nous en tombent. Au même moment, mes bras à moi sont tombés. Et je suis sorti de la haine. C'est-à-dire qu'il avait un visage. Il existait, c'était quelqu'un. C'est ça, au ralenti, c'est ça. C'est, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Qu'est-ce qui arrive ? Et c'est là que le mot comprendre va commencer à arriver. Donc c'est l'anniversaire de la mort du petit, aujourd'hui, vraiment pile poil, on est plein pot de sa mort. Et puis c'est aussi cet anniversaire d'un mot comprendre. C'est aussi de ça que je vais parler, c'est le chemin que j'ai fait avec ce mot-là. Ça va me conduire dans pas mal d'endroits. Parce qu'au moment de sa mort, moi j'étais en train de créer ce qu'on appellera plus tard un lieu de vie, à mon avis à tort, parce que le lieu de vie par définition, c'est le lieu où nous vivons, il n'y a pas une spécificité. Mais en tout cas, ça voulait dire un lieu où j'allais accueillir des adolescents en grande difficulté. Donc c'était mon projet à ce moment-là, en lien avec l'aide sociale à l'enfance du Conseil général de l'Ardèche. En 83, j'ai commencé ce projet. Et donc, je vais téléphoner à l'aide sociale à l'enfance. Pour gagner 6 mois, je n'ai pas du tout l'esprit caché. Donc, les bras me sont tombés. Je suis devant un truc, je ne comprends rien. Mais ce que je sens, c'est que la haine n'est plus là. Donc, il va y avoir du chemin là qui va se faire. C'est clair qu'on est complètement paumé. Quand je dis on, c'est avec Michel, puisque moi, quand j'ai appris la mort de François, c'est d'abord le commissaire qui m'a dit de revenir au commissariat, et que c'est là que j'ai appris. Bon, après, il y a tout ce qui va avec ça, reconnaître le corps, etc., etc. Donc, évidemment, on imagine, c'est des moments assez terribles. Donc, on est passé par là. Le traumatisme des parents, on peut en parler. Ce traumatisme-là, je pense que chacun, à notre façon, on l'a quand même traversé. On en est quand même sorti, pas indemne. On ne sort pas indemne de ça, c'est pas vrai. Il ne s'agit pas de dire ça. Mais quand même, il y a eu du chemin qui a été fait. On s'est fait accompagner l'un et l'autre. Il y a des choses qu'on a traversées. On a pu sentir que le traumatisme de la perte d'enfants nous ramène aussi à quelque chose qui fait, par exemple, qu'on ne peut pas légitimer d'avoir du plaisir. Dans les années qui vont suivre, tout ce qui est le mot plaisir, ça ne va pas avec ça. Parce que déjà, on est coupable de leur survivre.
de survivre à nos enfants. C'est pas qu'on le veuille, ça. C'est des machins qui sont plus forts que nous. C'est pour ça que ça fait des traumatismes. On est piégés là-dedans. C'est des pièges. Donc il y a ça. Il y a le fait que c'est un non-sens transgénérationnel. Et a priori, c'est même inscrit en nous, presque biologiquement, que c'est nous qui partons avant. Il y a la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Quatrième chose, il y a les circonstances d'une telle mort. C'est l'horreur. C'est-à-dire d'imaginer ce qui a pu se passer. Quand on est en contact avec des faits, on imagine. Là, ça va fort. Tout ça étant, fait qu'à un moment donné, le mot plaisir, voilà. Et c'est ce qui va faire que même encore aujourd'hui, des fois j'y repense, je vais consacrer 10 années de ma vie aux adolescents en grande difficulté. Quand je dis grande difficulté, ça va de celui qui va prendre en otage l'équivalent de ce qu'on nous sert aujourd'hui, qui se passe à Grenoble. J'ai connu ça. J'ai accompagné des adolescents qui ont pris cette personne handicapée en otage. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là. J'en ai travaillé avec certains qui se sont pendus en prison. J'ai travaillé avec d'autres une personne qui vend une pizza, qui dit, il faut la payer maintenant, paf, il la poignarde. Voilà, pendant 10 ans, c'était avec ces personnes-là. Donc, j'ai ma petite idée, quand même. Au bout de 10 ans, c'est un travail. Donc, moi, je vais reprendre mon travail, ces projets-là, et sans m'en rendre compte, je vais y mettre toute la patate. Super Jean-Jacques. Au point même que dans les années 90, j'avais donc plusieurs formations de psychothérapeute, j'avais quelques patients, j'intervenais dans les groupes de thérapie, et c'était plus fort que moi. Même dans mes supervisions, je me souviens d'une superviseuse qui me dit « Tes ados, ils te collent comme un chewing-gum ». Et c'est vrai. Si tu le lâches là, il vient coller là, tu le lâches là. Ça collait. Et derrière ça, je peux dire aujourd'hui que c'était une certaine attirance de la détresse des autres qui me masquait à moi aussi quelque chose de l'ordre du plaisir de la vie. Il n'y avait pas de plaisir de vie. C'était pas possible. Compte tenu de ce que j'ai dit par rapport à la culpabilité inconsciente. Je pèse mes mots. On n'en est pas conscient. C'est des machins qui sont plus forts que nous. Et la puissance de ces ressorts-là, là, on est modeste. Donc on va traverser ça. Je dis on parce que je sais que Michel aussi a sa façon à traverser des choses comme ça. Alors, en même temps, c'est vrai que y a quand même des liens qui vont se faire entre Michel et moi par rapport à toutes ces choses. Et puis on a un autre fils qui est vivant, donc Samuel, qui va à ce moment-là, donc on va se retrouver très proches, mais on va avoir à traverser quand même pas mal de trucs. Qu'est-ce qui se passe? Pas mal de trucs. On repousse un peu plus loin, et là on est dans les années 88-89, où là l'institution judiciaire qui a sous son emprise incarcéré Patrick Thomas, il est en préventif depuis 4 ans, qui n'est pas encore jugé. Et donc, pour des raisons qui me dépassent et qui nous ont dépassés, le 22 janvier 1988, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble dit, oui, Patrick Thomas, il y a une dangerosité. Les examens psychologiques disent qu'il est dangereux, ou psychiatriques, il est dangereux, il est dangereux. Et puis, compte tenu des chefs d'inculpation, il n'est pas question qu'il sorte, qu'il soit remis en liberté. Il y avait une demande de mise en liberté de son avocat. Entre-temps, il était revenu sur ses œuvres. J'ai su plein de choses, même des trucs que j'aurais jamais dû savoir. Il y a des prêtres qui sont allés le voir en prison, qui m'ont dit à moi des choses qui étaient normalement qui doivent rester dans la confesse. Mais bon, il faut savoir que le contexte de la prison, certains le savent, d'autres peuvent l'imaginer, quand on est quelqu'un qui, même si on n'a pas été jugé, mais on est en prison pour ce genre d'acte, ça s'appelle un pointeur. Et donc, on n'est pas à l'abri de prendre un coup de surin, un coup de rasoir, un coup de boule, jusqu'à des gardiens qui lui servaient les steaks par terre. Le contexte, il est fait de ça, quand même. C'était pas du tout, ni moi ni Michel, on n'est pas du tout là-dedans. L'idée, c'est que l'institution judiciaire, elle est comme elle est. Voilà, on va voir après avec les histoires de prévention, mais elle est comme ça. Et donc, si elle doit être changée, c'est les citoyens qui vont faire que ça doit changer. Donc, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans la vengeance. Il n'y a rien de tout ça. Rien de tout ça. Il y a toujours comprendre. Comprendre. Comment quelqu'un peut en arriver là? Comment quelqu'un peut en arriver là? Car pour moi, la seule question qui vaille, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. Si on sort des histoires de monstres, qui sont des histoires pour enfants, presque malheureusement, on leur sert des fois des monstres comme on leur sert des Pères Noël, mais bon, c'est déjà un autre sujet. On les gave avec tout un imaginaire, d'un truc comme ça. Mais en tout cas, on sait bien que quand on est gamin, quand on est minot, le monstre, ça a un certain sens. Pour l'enfant, ça peut avoir un certain sens. Après, mis à part la représentation ou l'imaginaire qui a perduré et qui continue à dire « Oh là, c'est un monstre », non, ça n'existe pas.
vous le dis, c'est une première nouvelle, ça n'existe pas. Celui qui vous parle, je suis allé en cour d'assises plusieurs fois après, j'ai accompagné des personnes qui étaient arrivées la même chose à leur enfant, j'ai vu des choses même apparemment en termes d'atrocité, s'il y avait des grades d'autres, mais le monde, ça n'existe pas. Si ce n'est que dans notre imaginaire, il n'y a pas de réalité à ce mot-là. Aucune réalité clinique, en tout cas. Quand on est un clinicien, qu'on se penche sur les situations des personnes, y compris qui ont pu commettre, on va découvrir des choses. Mais pour pouvoir les découvrir, ça présuppose que nous, on soit dégagés de ces histoires de vengeance, bien mal. On est amené à sortir de ces sentiers du bien et du mal. C'est bien ailleurs que ça. On n'a pas besoin d'y mettre de la morale là-dedans. Il y a des circonstances. Il y a des circonstances de vie. Patrick Thomas, la vie lui a servi une mère difficile, un père plus que difficile. C'est un gamin qui a été maltraité, bien entendu, qui a été sodomisé, qui a vécu des effractions intimes très tôt. Mais je crois que le père, il était ce qu'on appelle le macro-sandwich. Donc il faisait travailler des femmes. Voilà. Comprendre n'est pas excuser. Je le rappellerai de temps en temps. Comprendre, ça passe par ces sentiers-là. Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? On va essayer de comprendre. Alors, il y a quand même dans l'histoire le fait que la justice, j'en étais là, oui, le 22 janvier, le 12 février, c'est-à-dire 3 semaines après, elle va le remettre en liberté. La même chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble, la même, qui dit tout et son contraire, les mêmes personnes. Et au motif que le magistrat instructeur n'aurait pas fait exactement son boulot, renseignement pris, il a fait son boulot. Donc quelque chose qu'on ne s'explique pas, mais le fait est que le sieur Thomas, qui n'est pas jugé, qui a fait 4 ans de préventive, se retrouve en liberté. Alors là, quand on est devant ça, c'est comme si on vous tuait le fils une deuxième fois. C'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle le vide symbolique, il n'y a plus rien, il n'y a plus de repère, il n'y a plus rien. La justice, elle ne répond pas, elle n'est pas là, l'institution judiciaire n'est pas là, et vous avez votre avocat et le juge d'instruction qui dit si on commande cette décision, on est sur des sièges éjectables. Voilà devant quoi nous sommes. Et à ce moment-là, eh bien, moi j'entends que, moi il me reste qu'une chose à faire, c'est prendre mon bâton de pèlerin et de gueuler mes tripes, quoi, c'est-à-dire ce que je pense de tout ça. En tout cas, je tam-tam, la presse, oui, là, même si elle déconne, et elle déconne souvent, là c'est ça, il n'y a pas d'autre chose. Moi, il fallait une réponse. Donc je vais me bagarrer. Non pas pour venger une chose, là je ne suis pas là-dedans. L'idée c'est quoi? C'est que la justice puisse prendre ses responsabilités. Manifestement, elle n'est pas là. Il va se produire un truc un peu particulier. Je reviens d'une rando avec mon fils Samuel. On est parti jusqu'au Danemark, passé une quinzaine de jours en bagnole. On revient, et là il y a un journaliste qui me contacte, qui avait eu une idée du point de vue du scoop, alors là, génial, du point de vue du scoop. C'est l'autre, il est en liberté, mais c'est une liberté conditionnelle. Le père est là. On a entendu dans la presse que le père, c'est quelqu'un qui est plutôt du côté humaniste, il y a un parfum comme ça. Si je faisais rencontrer le père avec celui qui est en liberté, alors là, je me fais le scoop de l'année. Et ce journaliste, Alain Blanchet, va venir me contacter. Et là, je ne sais plus quoi dire. Je lui dis que je le rappellerai 2-3 jours après. Et quelque chose me dit, vas-y. Alors j'y vais. Alors j'y vais avec mon fils Samuel, on est ensemble. Là, il va se passer tout un tas de trucs, c'est vraiment une épopée. On n'est plus sur la planète Terre. Là, on est sur Mars. De toute façon, sur la planète Terre, il ne se passe rien. La justice, elle n'est pas présente, il faut qu'on se démerde avec ce qu'on a. Et là, apparemment, je crois que j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. On va voir après. Et donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai en face de moi je le comprendrai plus tard, des gens qui ont peur d'une seule chose, et moi, j'étais pas là-dedans, donc je ne pouvais pas penser cette peur-là. C'est que je le bute. C'est-à-dire, à la fois, il veut faire son scoop, mais en même temps, il est pris avec ces deux trucs-là, le journaliste. Donc, il va me faire un espèce de parcours. Il y a un rendez-vous dans un hôtel, mais il n'y a personne dans cet hôtel-là. Enfin, pour arriver enfin là où se trouve le sieur Patrick Thomas. Et là, il y a un petit dispositif, caméra, machin, le père à la rencontre. Et donc, il va y avoir de la parole. On ne peut pas dire un échange. Il n'a pas été jugé, il est en liberté, mais il n'a pas été jugé. Et là, ça, c'est dans mes repères quand même. Et moi, je ne suis pas là pour me substituer, ou éventuellement, si je le fais, ce ne sera jamais au nom de la loi. Pour moi, c'était très clair. C'est fait sur mon nom, point barre. Moi, je ne me fais pas les choses au nom de la loi comme ça. Pas des trucs pareils. Donc, la rencontre se déroule. Et puis, ça va donner, bien sûr, un scoop. C'est le 20h de Poivre d'Arvor. C'est l'émission qui s'appelait de Christine Bravo, le 90e rugissant, sur la première chaîne à l'époque. On est en 89, vers novembre. Et ça va donner 4 pages dans Libération. Avec la photo du père qui rencontre là. Donc, ça va faire un boom. Et l'intérêt, là, c'est que le procureur
il va me demander de lui prêter la cassette de la rencontre. Donc je lui prête, par mon avocat. Et là, en lien avec la personne qui prend les décisions à la cour d'assises, soit le procureur général, soit le président de la cour d'assises, ils vont visionner cette cassette, et qu'est-ce qu'ils voient? Quelque chose auquel moi j'étais tellement pris par d'autres choses qu'il y a plein de trucs que j'ai zappés, moi, là-dedans. Mais c'est après, quand j'ai regardé plus tard, j'ai pigé. Il est en train de se dégonfler, enfin, il est tout transpirant face à moi. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour le juger, je suis pas là pour rien de tout ça. C'est-à-dire que la parole, c'est, il a des choses nouvelles à vous dire. Mais au fond de moi, tiens, nouvelle, Coco, on va quand même pas me la jouer. Ce qui fait que quand il dit quelque chose, je le reprends. Je laisse finir, et je lui dis non, ça c'est pas nouveau. Ça c'est pas nouveau. Ça c'est pas non plus nouveau. Et ça c'est repas nouveau. Et là j'ai quelqu'un qui commence à suer, qui transgoutte, hein, max. Et du coup ça fait une drôle d'impression pour quelqu'un qui regarde ce truc. Et cette impression a été de nature, en fait, à prendre la décision de le remettre en taule. Et donc il sera réincarcéré. Et très rapidement va venir à l'horizon le procès d'assises, c'est-à-dire le 6, 7 et 8 mars 1990. Jugé, plaidé non coupable, reconnu coupable, de requalification du chef d'accusation, c'est devenu viol aggravé, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Face à ça, les parents que nous sommes n'avons pas jugé utile de nous pourvoir. Ça veut dire qu'on a accepté. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai d'autant plus accepté qu'on sent bien tout le chemin que devant le vide. Là, j'avais plus le vide. Tu vois, quand le président de la cour d'assises m'a donné la parole, la veille, je pouvais pas, j'étais trop crevé. Le lendemain matin, j'ai pris la parole. Et là, j'ai entendu le signal. C'est ici que se rend la justice. C'est à moi qui dis ça. Et là, j'ai pas pu faire moins que de dire, mais c'est bien sûr ici que je souhaitais qu'elle se rende. Mais là où il était dehors comme c'était, il n'y avait pas de justice. Donc, justice a été rendue. Je ne suis pas plus royaliste que le roi. C'est nos lois. Il y a un endroit où ça ne m'appartient plus. Enfin, je ne suis pas propriétaire de ça. C'est revenu dans le domaine public. La justice a rendu son truc. En revanche, alors là, c'est dégagement. Je vais continuer, moi, avec mes ados. Et ça va donner des sacrées réflexions. Parce que les Patrick Thomas, et moi, dans mes structures d'accueil, j'ai que ça. À l'époque, pour vous donner une idée, des profils psychologiques du type de ceux que j'accueillais, il y en avait à peu près 2000 en France. Alors il faut vous dire quand même, pour situer à peu près les choses, 2000 de ce profil-là, si on tout passage à l'acte confondu, c'est-à-dire délit ou crime, ça fait quand même un paquet sur une année. Parce que ceux-là, c'est tous les jours qu'ils passent à l'acte. Et ils passent à l'acte parce qu'ils n'ont pas les moyens de se contenir, dont acte. Ça, c'est un élément pour moi important dans ma réflexion. Je m'apercevrais qu'ils n'ont pas les moyens de se contenir. Et que moi-même, dans mes dispositifs, je n'avais pas les moyens de les contenir. Que la prison n'est pas un moyen de les contenir. Que la psychiatrie n'est pas plus un moyen de les contenir. On n'est pas là-dedans. On est où? Et la question est légitime, on est où? On n'est pas dans la psychiatrie. Et la prison, c'est utile ça? Pas sûr. Alors, ça va m'amener sur d'autres sentiers. Il va falloir que je prenne du recul. Et après 2 années de dépression, c'est-à-dire le noir total, c'est là que je vais sentir à un moment donné que la nature m'appelle, dans l'Atlas. Et c'est là-bas que je vais comprendre. De là-bas. Il y avait besoin de prendre du recul et de le prendre dans une nature bienveillante. Et en fait, ce que j'ai rencontré de mieux, moi, Jean-Jacques, je le dis aujourd'hui, au Maroc, c'est la nature bienveillante, cette nature sauvage, des couleurs, des parfums, qui vont me remettre en contact avec ma propre nature. Et c'est ça que j'avais plus besoin. Et qui fait que j'ai des moments même en solitaire, où je promène, je traverse les montagnes, et de temps en temps, j'ai mon petit carnet, mon stylo, je pose mon cul sur un rocher, et je note, et je prends des notes. Et dans mes notes, il y a des choses, et à un moment donné, je dis, ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que j'ai compris? Que la façon dont on posait les choses dans notre société était hyper moralisatrice. Et que dès qu'on parle d'un meurtre d'enfant, ça sidère tellement tout le monde qu'il n'y a plus la place pour penser ce qui se passe dans les faits. Il n'y a plus la place pour penser celui qui a commis le meurtre comme une personne. Il n'y a plus ces places-là. Et donc il y a un rejet mastoc, et tout s'organise comme s'il fallait toujours qu'on ait une victime, un bourreau, une victime, un bourreau. Comme si la vie c'était ça. Et c'est faux. Et c'est faux. Ça manque de nuances. On n'est plus dans l'humanité. On est dans quelque chose de terrible. C'est ça que j'ai compris. Et donc ça m'a amené à remettre en perspective. Vous allez voir le chemin là. Il y en a un autre qui arrive. Il y a une espèce de vision à ce moment-là. Je deviens un visionnaire.
C'est-à-dire en contact avec une vision du monde qui me fait sortir des sentiers manichéens du victime-bourreau, victime-bourreau, victime-bourreau. Il y a une voix en moi qui disait ça suffit. Et aussi le clinicien que j'étais devenu, chemin faisant, disait ça suffit. Il y a autre chose. Mais c'est quoi? Je retourne dans les sillons, y compris de jugement de Patrick Thomas. Ça, c'est un exemple intéressant. On était tout proches, finalement. Mais quand même, avec une petite distance. Là, ça me concerne plus. Il y a des limites. Je vais re-questionner la question de responsabilité, la question de culpabilité. Comment peut-on dire d'une personne qui commet des actes sous l'emprise d'une pulsion incontrôlable, irrépressible, comment peut-on dire de cette personne qu'elle est capable de répondre de ses actes? La notion de responsabilité, alors là, elle va être secouée. Ils ne sont pas responsables. Sont-ils irresponsables? Pas plus. Pas plus. Irresponsable, c'est lié avec la notion de psychose. On peut commettre un acte, savoir qu'on l'a commis, c'est-à-dire savoir que c'est moi qui l'ai commis, mais en même temps savoir aussi que ça a été plus fort que moi. Les deux. Ça relativise la notion de responsabilité. Autrement dit, on peut être coupable, si on le regarde du point de vue judiciaire, et pas responsable. Ou alors, c'est ce que j'ai appelé la non-responsabilité circonstancielle. Donc j'en appelle aujourd'hui à entendre la non-responsabilité circonstancielle. Donc c'est-à-dire qu'un être, on peut reconnaître qu'il était sous l'empire de quelque chose de plus fort que lui. Et quand on dit plus fort que lui, c'est des personnes aussi qui pourraient vous dire, c'est comme si c'était un autre que moi, en moi, qui a commis ça. Certains disent, oui, mais il dit ça parce que c'est un pervers. Non, non, ça c'est la littérature. Dans la plupart des gens qui disent ça, ils l'ont vécu. C'était vraiment plus fort qu'eux. Et certains vous diront, je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas. Ça, c'est tout à fait parlant. Pour un clinicien, ça, c'est parlant. Il n'avait pas accès à ces contours corporels. Et là, nous, ça nous renvoie, bien sûr, à la toute petite enfance. Des contours qui n'ont pas été suffisamment choyés, reconnus, dans un lien suffisamment aimant, on va dire comme ça, à la mère, par exemple. Et quand ça arrive à des âges, et c'est là effectivement qu'arrive la clinique, à des moments où il n'y a pas la parole, quand c'est des bébés d'un an et demi, qu'on pénètre, sexuellement j'entends, le corps parle, tout seul. Et notre corps met en scène quelque chose qui parfois ne peut pas se dire, mais se met en scène. Donc vous assistez la plupart du temps à des mises en scène, mais des mises en scène qui ne peuvent pas se dire dans un langage articulé, parce que très souvent les impacts, ils ont été commis avant la parole. Des sentiers que nous-mêmes, si on gratte un petit peu, on va trouver des choses qui ont été négligées, on va les sentir en nous, hein. Et pas besoin d'aller très loin des fois. C'est intéressant ça. Et moi qui parle, où est-ce qu'il m'a conduit, François? Plutôt sa perte. Mais bien sûr, analyse, psychothérapie, enfin, toutes les résonances que ça pouvait avoir, moi qui vous parle, dans ma propre histoire, je n'ai pas pu faire l'économie de ça. Je dirais même ça, pour moi aujourd'hui, c'était majeur, d'aller revisiter toutes les résonances. Fort heureusement, et tant mieux, il y a des personnes qui m'ont suffisamment bien accompagné. Donc, quand je vais m'approcher, moi, de mes propres sentiers blessés, mais mon regard sur l'autre, il va changer. C'est là que les jugements, ils s'abolissent. C'est pas une morale anti-jugement, c'est que les jugements, ils tombent d'eux-mêmes. L'autre, quel qu'il soit, on ne peut plus le voir de la même façon. Dès lors qu'on s'approche de soi, c'est-à-dire qu'autrement dit, je suis en train de dire que potentiellement, en nous, il y a tout. En chacun de nous. C'est tout ça qui se joue là-dedans. C'est tout ça qui se met en scène là-dedans, la plupart du temps. Et en le regardant comme ça, c'est évident que ça invite à mettre en perspective tout le reste. Et ça rejoint quoi? En 2004, celui qui vous parle adresse une lettre à M. Jacques Chirac, doublée avec une lettre à M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Et là, je vais dire ce que je suis en train de dire là. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec Robert Badinter, qui a très bien reçu, et j'y reviendrai ma parole, Jacques Chirac aussi. Et je revois toujours, depuis le Maroc, cette émission, Jacques Chirac, 10 cours sur la sécurité, je ne sais pas la date, si ça vous intéresse, vous le retrouvez dans les archives, machin, et à un moment donné, il s'arrête. Il dit, à l'avenir, il faudra considérer qu'entre la notion de responsabilité pénale et d'irresponsabilité, il y a un vide. Et que ce vide-là, on aura à se pencher dessus. Et donc, quand je me retrouve à l'Élysée, le 11 décembre, pour voir Christophe Ingrand, conseiller de justice du président, c'est avec ça que j'y allais. Et qu'est-ce que j'allais lui dire? J'ai besoin que vous m'écoutiez, j'ai une synthèse.
Et derrière ça, c'est, monsieur, d'avoir une lettre de mission pour créer un groupe de travail qui va nous permettre ce que moi j'avance comme hypothèse clinique et juridique, qu'on le mette au travail avec des juristes, avec des cliniciens, en particulier du côté de la psychopathologie, et avec des philosophes. Voilà les trois qu'il fallait réunir. Les philosophes, c'est l'éthique. De retraverser tout ça par l'éthique et par le champ clinique. Et le champ clinique qui rejoint l'éthique. C'est-à-dire d'ouvrir une nouvelle dialectique qui résultait de tout ce travail, tout ce sentier, et qui allait nous permettre de remettre en perspective les choses pour arriver jusqu'à des déclinaisons très concrètes. De telle sorte à ce qu'aujourd'hui, on n'aurait plus de centre éducatif fermé qui coûte si cher et qui ne servent à rien. C'était une énorme masse de fric, 800 € jour par jeune qui sont enfermés là-dedans, ça ne sert à rien. Servir des discours éducatifs à des personnes qui sont pris dans de tels troubles, dans de telles perturbations, c'est comme si on pissait en l'air. Ou alors d'autres discours, du style, il faut rétablir la peine de mort. En tout cas, ça ne me rejoint pas du point de vue éthique, ça c'est certain. Là, de ce côté-là, je suis clair. En revanche, et c'est ce que je disais à Robert Badinter dans un échange qu'on a eu de courrier, c'était que moi je pense que je reconnais que cette abolition de la peine de mort en 81, à laquelle s'est associé Jacques Chirac, il faut quand même s'en rappeler, eh bien moi je salue ça comme une avancée civilisationnelle extraordinaire, mais qu'il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si on s'arrête là, il ne faut pas étonner que tôt ou tard ce soit remis en question. Et pas s'arrêter là, c'est aller dans le mouvement. Et aller dans le mouvement, c'est pouvoir nourrir notre réflexion clinique et éthique dans ce mouvement-là. Et là, effectivement, alors là, c'est difficile que ce soit entendable, parce que le mass populace, elle est faite de tout un tas d'a priori, de préjugés, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à leur faire bouffer les couilles, c'est ça qu'on nous sert. Ce qu'il faut revenir, c'est les réalités cliniques, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué. Et je dis, c'est comme si ce que nous avions cru qui nous appartenait, et d'une certaine façon, oui, c'est-à-dire la mémoire personnelle de François, elle s'était chemin faisant transformée dans une autre mémoire, elle devient un symbole. Et en tant que telle, elle nous appartient pas. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que ça devienne un symbole vivant. C'est que les citoyens, pas nous, mais que les citoyens s'emparent de ça pour, oui, mettre une plaque à Valence. Oui, oui. Une plaque qui rappelle qu'un seul regard suffit. Demain, il peut y avoir un enfant paumé. Eh bien, s'il y a une petite plaque qui rappelle la mémoire, ce qui s'est passé, pour dire un seul geste suffit. Vous voyez, quelque chose comme ça. La deuxième chose que je pose aujourd'hui, c'est effectivement qu'on puisse marquer, le prénom de François a été choisi après une lecture de Saint François d'Assise. Je vais trouver très très belle cette histoire de François d'Assise, je l'avais partagée avec Michel, on s'était mis d'accord, et on sait que c'est le 4 octobre. Alors on s'est dit, dans le fond, ça nous paraît très chouette, puis François, bon, évidemment, il y a le président, il y a François d'Assise, il y a François le pape, enfin, on est là-dedans quand même. Donc je me dis, tiens, ce serait sympa que le 4 octobre soit une fête nationale pour la prévention des comportements violents, qui va dans le sillon de Saint François d'Assise. C'est-à-dire quelque chose qui va vers une paix, mais qui va vers une paix lucide. Et on va aller dans des sentiers de prévention. J'ai travaillé pendant 8-10 ans, j'ai accompagné des éducateurs du secteur de l'enfance en danger. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça leur plaira pas, tant pis. Mais des gens qui n'ont pas compris que pour pouvoir saisir ou se saisir de ce qu'il en est de l'autre, ça implique un travail sur soi. Et ça, c'est pas marqué dans les études obligatoires. À l'occasion de cet autre blessé, vulnérable, apparemment plus vulnérable que moi, mais l'autre, il va m'y amener dans ma blessure, mais direct. Et si je ne suis pas au parfum de ma propre blessure, qu'est-ce que je vais lui servir? Eh bien, je vais lui servir des projections. Je vais dire, comme j'entends une équipe un jour dire, ils sont dans la toute-puissance. Mais non, c'est toi qui es dans l'impuissance, c'est pas pareil. Accueille ton impuissance, on va voir ce qu'elle te dit à toi. Mais arrête de ça. Ils en ont déjà pris des louches de ces espèces de jugements déguisés avec une pseudo-nosographie psychiatrisante, etc. C'est du blabla. T'as quelqu'un de blessé, accueille-le. Mais si tu ne peux pas l'accueillir, c'est peut-être parce qu'il te renvoie à ta propre blessure. C'est tout ça qui est à l'œuvre. Et dans le champ social, c'est hyper balèze. Il y a plein de sauveurs partout. Et j'en sais quelque chose. Ça veut sauver tout azimut, mais ça ne sauve rien. Et derrière ces histoires de sauvetage ou de réparation, de quoi est-il question? De sa propre blessure. Donc ça ouvre d'autres sentiers. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la supervision clinique, c'est-à-dire de questionner ce qui se passe dans la relation, les enjeux relationnels à l'occasion de l'exercice professionnel. Voilà, ça c'est un point.
Deuxième point, un adolescent, quand il arrive chez un magistrat, parfois, il vaudra mieux y regarder à la loupe qu'est-ce qui lui arrive vraiment. Sans ça, on risque de le caser, l'histoire de casable et pas casable. Comme si une personne humaine, on devait la mettre dans une case. Et donc, il y a tout un tas de perversions sociales et institutionnelles qui s'organisent autour de ces histoires-là. Il faut bien les mettre quelque part, ma brave dame. Mais on est prêt à payer très cher, 800 € au jour. Pourquoi on les entend pas? Bon, ils sont mieux quand même enfermés là que plutôt d'aller tripoter dans les caves ou je sais pas quoi. Mais attendez. De qui on parle? Ce sont des personnes qui ont souffert. Nous devons, ça c'est ma vision du monde, nous devons de les accompagner, de comprendre ce qui se passe. Et nous avons aujourd'hui des gens très très compétents pour évaluer ça. Je pense que j'en fais partie, mais pas que moi. Évaluer ça et ensuite pouvoir mettre en adéquation la nature des troubles constatés avec un dispositif soignant, psychologiquement soignant. Je ne parle pas éducativement soignant, je parle de psychologiquement soignant. L'éducatif, il viendra en son temps, mais un éducatif, si possible, qui sache se questionner sur ses propres sentiers. Donc, ces sentiers-là vont m'amener à faire un certain nombre de constats dans tous les champs institutionnels que j'ai pu traverser, y compris en tant que superviseur. Vous pouvez imaginer que je voyais tous les mois et demi 70 personnes. Psychologues, chefs de service éducatif, direction éducative, etc. Des gens qui, a priori, c'était la mission d'accueillir l'enfance en danger. Vous pouvez imaginer que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et mon boulot, c'était justement de proposer un espace clinique pour écouter les problèmes qu'ils avaient à l'occasion de leur pratique. Je dirais, avec un peu d'humour, mais quand même, c'est une réalité, je pense qu'en 10 ans de temps, ma recommandation à certains et certaines d'aller chez un psy, elle a dû fonctionner une 30aine de fois, ce qui est pas mal. Parce qu'à un moment donné, bien entendu, quand on commence à aller repérer qu'est-ce qui se joue, quels sont les enjeux, on va rencontrer des parts de nous-mêmes, ce qu'on appelle l'ombre en nous. Et ça, c'est vachement important d'aller l'accueillir, cette ombre-là. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. C'est une éducatrice qui arrive dans un groupe donc, que j'anime et qui dit « Jean-Jacques, je me sens mal. Je me sens mal, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et elle dit « Est-ce qu'on pourra prendre un temps pour que je puisse déposer ça puis essayer de m'aider à voir un peu plus clair ?» Je dis « Ok. » Et les premières paroles qu'elle dit, c'est que je suis référente d'une gamine de 6 ans et depuis 6 mois, j'ai une envie irrépressible, presque de la cogner. C'est très très fort. Et elle était mal, cette éduque. Il y a une conscience, quand même, qui disait, mais ça va pas, je suis éduque et je suis référent de la gamine, et je sens ça, c'est très très fort. Bon, on a mis ça au travail, on appelle ça comme ça, à sa demande. Et en même temps, il y avait le joker. C'est-à-dire, je n'irai pas plus loin que là où sont vos limites. Si vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, on va explorer, mais avec ces limites qui sont les vôtres, on va les considérer. Cette personne a utilisé 3 jokers en 1 heure de temps. Au final, qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte? Elle s'est rendue compte que cette gamine représentait, pas était, représentait la part blessée qui était en elle. Elle lui renvoyait d'une force redoutable, et la part blessée qui était en elle, c'était pas à piquer des verres, elle avait été violée par son père, l'éducatrice. Et donc la petite aussi. Vous voyez ce qui a pu se passer? Et la petite, elle sentit ce parfum-là. Et donc c'était quelque chose qui avait été refoulé. Mais ça a permis quoi? Rien que ça. Ça a permis qu'elle prenne conscience avec l'émotion. Elle a pleuré bien pendant une demi-heure, sur 1 heure. Et c'était ok, c'était accueilli. Et bien elle a pu prendre conscience que c'était tout ça qui gouvernait son comportement avec la gamine. Donc 2 mois après, il y a eu un feedback d'équipe avec elle. Ben, il n'y avait plus photo sur le comportement, déjà avec la gamine. Et puis elle était en thérapie. Et des exemples comme ça, j'en ai un paquet. Donc imaginons qu'il y a un certain nombre de gens, c'est pas la majorité qui vont faire ce... Il faut faire un sacré courage pour aller s'affronter à cette zone d'ombre-là. Donc ça, c'est des sentiers que j'envoie comme ça à la volée, qui sont des sentiers de prévention. Bien évidemment, quand je parle des centres éducatifs fermés, je suis en train de dire, l'adolescent, Patrick Thomas m'y a conduit, moi-même je suis revisité ma propre adolescence, je sais combien elle était l'expression de certaines blessures qui viennent de l'enfance, mais ça se rejoue à l'adolescence. L'adolescent, on est en pleine transformation. Dolto nous parlait du complexe du homard, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui bouge tellement dans la transformation du corps, adolescente et adolescent, chacun à notre façon, mais ça bouge tellement, que du coup, tout ce qui était un peu dans les refoulements, là, ça remonte. Donc c'est un moment privilégié pour essayer de mieux repérer autrement ce qui se vit. Ça suppose, bien sûr, des cliniciens compétents, qui ne craignent pas la relation à l'autre, qui soient assez au fait de leur propre histoire à eux, suffisamment, on va dire, qu'il y ait des lieux de supervision. Voilà, ils sont là-dedans, les sentiers, ils ne sont pas ailleurs.
Et puis quand on fait un dispositif pour répondre à une problématique, on se démerde pour que toute la dimension relationnelle soit intégrée dans le dispositif, et puis la dimension relationnelle, la dimension d'éveil et des ateliers. Il y a à penser, si on pense l'autre comme une personne et non plus comme un machin à caser, alors là c'est évident qu'on va sortir des sillons qui remettent cette même personne dans la merde dans laquelle elle était originellement. Donc c'est tout ça, pas à pas, qui devient pour moi une parole préventive. Ça va de la petite plaque, hein, où on dit machin, ça va repenser qu'est-ce qu'on est en train de foutre avec les ados. En tout cas, voilà, des grands secteurs de prévention qui ont pour dénominateur commun d'être nourris par une vision du monde qui n'est plus duelle. Et c'est là que j'appelle aussi des philosophes, enfin, des gens qui vont un peu plus loin dans la réflexion, de penser tout ça. Hein, dans ce penser-là, il me semble, dans les soubassements même de ma propre parole, il y a quelque chose de cette nature-là, c'est-à-dire une vision du monde, je vais dire ça comme ça, qui nourrit ça, une vision de l'humanité, une vision de moi dans mon humanité, en lien avec l'humanité. Ça, c'est un engagement qui me vient de mes propres sentiers blessés, mais aujourd'hui, la blessure, elle a quand même bien cautérisé. Donc du coup, je peux accueillir ma sensibilité, et qui devient du coup de la créativité. Il y a là l'idée, par rapport à mon propos de ce soir, c'est vraiment ceux qui sont le plus en souffrance et le plus en danger. Nous leur devons, je dis bien nous en tant que citoyens, nous leur devons de les aider avec des réponses adéquates aux troubles qu'ils trimballent avec eux. Le passage à l'acte, c'est permanent avec eux. Un coup c'est une bagnole, un coup c'est la mémé, un coup c'est les tournantes dans les caves, un coup ça va être ça, et puis petit à petit ils grandissent. Alors là, c'est un cas d'école, c'est Willy van Coppernold, la cour d'assises de Nîmes 1993, 35 délits et crimes. Vous avez bien entendu, 35. Et le 36e, c'est le massacre d'Abdel, à coups de caillou. Mais il y en a eu 35 avant. Et le petit Willy, il est passé à la casserole, hein, pas de doute. Avant. Un gamin, quand il arrive chez le juge pour la première fois, c'est avec un vol. C'est pas avec un viol. Et avec le vol, déjà, si le juge est suffisamment formé, déjà là, on va pouvoir repérer des trucs, on va mettre en lien avec d'autres professionnels. Pour moi, c'est là que j'amène mon propos. Il y a à repenser tout ça. C'est pour ça que j'allais à l'Élysée pour avoir et repenser avec des gens qui sont de la partie. Dans l'idée de prévention par rapport à ces choses les plus terribles. Mais c'est vrai que notre société, elle doit être faite aussi et s'organiser pour aider les gens qui sont démunis. Voilà. Mais il y a des façons de penser les choses, il y a des façons d'organiser, il y a des façons de sensibiliser les enseignants. Parce que les gamins, mine de rien, ils vont quand même beaucoup à l'école. Donc c'est un lieu particulier, l'école. Et si les enseignants ils sont au parfum, ils vont attirer l'attention des parents. C'est de repenser le lien social, mais avec des ingrédients différents que ceux qu'on a eus jusque-là. Mon propos, il est là. Par rapport à la perspective de prévention des violences. Donc on a des sentiers du domaine dit de l'éducation spécialisée qui sont aussi à revisiter à la lumière de ce que je suis en train de dire. Y a-t-il une volonté politique, c'est là qu'on arrive quand même à un moment donné, pour ouvrir ce genre de choses? Ça ne changerait pas forcément tout, mais ça permettrait en tout cas de pouvoir, couvert sous l'autorité du gouvernement, de pouvoir faire, à un moment donné, vraiment un repérage très précis, une synthèse, avec toutes les déclinaisons, jusque les enseignants, le machin, etc. Mais on part du haut. Il faut qu'on mette en perspective. Ça, c'est indispensable. Parce que ça, on est pris dans les corporatismes. Ça, je le vois. Hein. Tu vois, les idéologies corporatistes, syndicalistes, machin, on va être repris là-dedans. Alors, la PJJ qui fait sa bagarre contre l'ASE, mais attention, eux, ils ne se rendent pas compte. Ça s'appelle le clivage, ça s'appelle le déni. Tout ça, ça fonctionne très bien. Mais tout ça, c'est quoi? C'est en miroir avec les problématiques de ceux qu'on doit aider. Ils n'ont pas besoin d'un miroir de leurs problématiques. Éventuellement d'un miroir par rapport à des talents qu'ils peuvent avoir et qu'ils ne voient pas. Ça, je veux bien. Mais pas leurs problématiques. Donc, je pense, là, il y a à prendre de la hauteur. C'est de prendre de la hauteur dans le sens de sortir de tout ça. Où chacun, avec des intérêts perso et avec des trouilles d'enfer, là, il y en a des tonnes qui président à ça. Et puis ça s'accroche. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que dans le fond, on est face à une énorme résistance, à un changement possible. Et si on est face à d'énormes résistances, c'est comme un individu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui fait le plus peur si ce n'est l'inconnu de lui-même? Et bien ça, on le multiplie par des tonnes d'individus. C'est quelque chose de la peur de l'inconnu qui se met en scène là. Et donc on s'accroche à du connu. Mais en même temps, le connu auquel on s'accroche, il nous enferme. C'est à l'image de qui nous sommes. C'est tellement en miroir avec qui nous sommes, avec la personne humaine,
qui se déploie dans son institutionnalité, là. Et pendant ce temps-là, tu as des jeunes qui attendent qu'on leur donne un coup de main parce qu'ils sont dans la merde, qu'on les entende. On ne pourra pas faire l'économie de questionner la partie personnelle qui est en jeu là-dedans. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais si ça, on n'en tient pas compte, alors on est paumé. Alors on est des paumés et on nous fabriquera des paumés. Je crois que ça s'entend et je l'espère. J'ai une foi puissante dans la capacité individuelle. Et à un moment donné, de se repositionner à la lumière des prises de conscience qu'on peut faire. Et c'est tous mes patients qui à un moment donné se repositionnent, soit dans le couple, soit avec leur employeur. Ils se repositionnent parce qu'ils ont trouvé les sentiers de la confiance en eux. Faute de quoi, on est dans la peur. Mais si à un moment donné, tu ne retournes pas à toi, si tu n'as pas trouvé le sentier de revenir vers toi, mais tu fais le jeu des peurs. Et là, c'est des peurs collectives. À quoi ça nous renvoie, en fait ? À quoi ça me renvoie ? Et effectivement, il y a quelque chose d'une morale XY qui nous amène à mettre ça dehors. C'est ce qui m'a fait dire que l'assassin appelé monstre, il est en même temps un bouc émissaire. Il est celui qui a commis et qui, dans le contexte de la société actuelle, va avoir à répondre ou ne peut pas répondre, mais il est en même temps un bouc émissaire. Et ça, c'est important, je pense, d'attirer l'attention là-dessus. C'est-à-dire qu'il est en même temps une surface sur laquelle on va projeter quelque chose de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on est monstre, mais on est aux prises avec des choses comme ça, nous-mêmes à l'intérieur de nous, avec des zones d'ombre, qu'on n'est pas forcément au fait de ce qui se passe avec nos zones d'ombre. Mais dans le propos de Christophe, j'entends effectivement comment c'est projeté. Et que alors là, c'est des surfaces de projection extraordinaires. Celui qui a tué l'enfant, qui l'a décapité, qui a machin, ça part. Et à ce moment-là, c'est comme si notre société a besoin d'une paix sociale, on l'a entendu, mais du coup de gommer tout ce qui pourrait être de l'ordre des aspérités. Il y a ça aussi. Donc moi, en l'écoutant Christophe, je dis quelle violence qu'on se fait à encourager le refoulement du monstre. C'est-à-dire cette normalité apparente, cette paix sociale apparente, ce politiquement correct. C'est violent. C'est violent, ça participe du déni, du clivage ou du refoulement. C'est les trois choses qu'on va trouver très souvent associées à ce type de problématique. Le déni, le clivage, très souvent le clivage, selon la nature, le moment des troubles, etc. On se sépare en deux, ou le refoulement aussi, ou les deux ou les trois ensemble. Et bien notre société nous sert ça, dans un espèce de nivellement qu'on appelle la paix sociale. Une des grandes modalités préventives, au niveau national, va être de mettre en place un dispositif qui va aller, via les médias, radio, télé, etc., au-devant de gens qui sont en souffrance et qui, potentiellement, pourraient passer à l'acte. C'est-à-dire violer, tuer, s'approcher des enfants. Ces gens-là sont nourris par des fantasmes d'abord, ça passe par des fantasmes, et ces fantasmes, il est important, il est urgent d'en considérer les modalités, la nature, la dynamique. Et ça, au jour d'aujourd'hui, nous avons assez de personnes qui sont capables d'apprécier ça. Et le considérer, ça va passer par un média. On va s'adresser à ces gens-là qui sont des humains comme nous, mais qui, à un moment donné, leur façon de vulnérabilité peut les conduire à passer à l'acte. Un acte qui va les dépasser, plus fort qu'eux, etc. Mais on sait où ça peut mener. Alors le dispositif, tel que je l'aperçois, dans un premier temps, il y a la construction d'un message via l'image et le langage. Là, il y a un gros travail de construction du message. Il y a une mise en scène. C'est à travailler, bien sûr, mais j'ai envie de dire comme ça pour jeter les premières pierres du dispositif. Là, j'aperçois un message où on voit un homme qui suggère cet homme qui pourrait être intéressé, attiré par l'enfant, donc il est à la sortie d'une école. Il a une certaine attitude. Il a un certain regard, il a un certain style. C'est les images dans le montage, la caméra, sur quoi elle s'attarde, etc. Donc il y a tout un travail à faire là, mais qui va suggérer que celui-là, il peut être intéressé. Donc il est là, il est en quête, il cherche. Et, voilà. Et il va y avoir des paroles, des voix off, qui vont dire des choses non jugeantes. La voix off, elle reconnaît la souffrance. Elle reconnaît l'autre comme un humain comme nous, dans une souffrance particulière. Et ça, c'est le message publicitaire. Le message marketing public. Derrière tout ça, c'est de dire, voilà, vous êtes en souffrance, il y a un numéro de téléphone vert. Si vous reconnaissez dans ce personnage qu'on vient de mettre en scène, sachez qu'il y a un numéro de téléphone vert, sachez que votre souffrance peut être reconnue, entendue, écoutée, et que ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut vous aider. Dans un soin psychologique, on reconnaît la souffrance, on reconnaît le trouble,
dans les termes de trouble, dans les termes de perturbation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ça et être dans notre humanité. Et donc la personne peut appeler un numéro de téléphone vert, et dans ce téléphone vert, dans ce numéro-là, il lui sera dit à un moment donné qu'il y a un lieu d'accueil de cette parole, et où là, il y a des professionnels qui vont l'aider, qui vont reprendre la suite, le relais. Ça, c'est vraiment le gros morceau, mais qui est l'incarnation de cette vision. Et ensuite, il y a plein d'autres déclinaisons. Il y aura des déclinaisons dans les écoles. Il y aura des déclinaisons dans tout ce qui est de l'ordre de l'éducation apparemment spécialisée. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est-à-dire des repérages de gens qui vont pas bien. Et donc, quel type de réponse on leur apporte? Comment on les regarde? Comment on les entend? On est toujours là, de toute façon. Que ce soit là ou là, on va être dans qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je regarde. C'est pour ça que de repartir de la vision me paraît tout à fait important. Parce qu'ensuite, il va y avoir toutes les déclinaisons. Et dans ma vision, par exemple, très concrètement, il n'y a plus de centre éducatif fermé. Ça n'existe pas. Donc on voit bien l'iconocroque qu'on va faire. En revanche, il peut y avoir d'autres dispositifs à mettre en place qui vont enfin tenir compte de ce qui se passe pour un adolescent qui est aux prises avec des négligences précoces, avec toutes ces choses que cliniquement on a déjà constatées. Qu'est-ce qu'on va leur servir pour les aider? On ne pourra pas les aider si on ne tient pas compte d'un certain nombre de choses constatées en amont. Or, l'expérience concrète nous montre tout ce qui est servi en ce moment pour ces adolescents, et là c'est un moment charnière dans la vie, eh bien ça n'a rien à voir avec ça. On ne tient pas compte d'eux. Et ne pas tenir compte de la souffrance, c'est ne pas tenir compte d'eux. Et dès qu'ils ont fait 2 ou 3 passages à l'acte, j'ai le cas, là il n'y a pas longtemps, un adolescent qui a été violé, aujourd'hui il commence à faire des passages à l'acte, l'autre jour il a menacé quelqu'un dans une boutique, l'autre jour c'est encore autre chose, ça y est, c'est parti mon kiki. Donc pour moi, c'est un adolescent qui souffre, c'est pas un délinquant, c'est une personne qui souffre, qui nous envoie des signaux, il faut savoir les entendre. Et parfois même, les autres signaux, on peut même tellement plus les entendre qu'ils sont partis, elles sont suicidées. Quand on regarde les suicides qu'il y a chez les adolescents, il y avait des choses à faire taire. Il y a ça aussi. Il y en a qui passent à l'acte contre eux. On ne saura jamais leur secret. C'est-à-dire donc considérer que des fantasmes d'agression sexuelle ou d'atteinte à la vie est l'expression d'une souffrance. C'est ça qui est un changement de perspective. C'est le chemin de ce changement de perspective. C'est l'expression d'une souffrance. Parce qu'aujourd'hui, la réponse punitive ou d'enfermement est une réponse qui présuppose que, en amont, le fantasme de viol ou de meurtre est quelque chose à punir comme un péché, quelque chose qui n'est pas considéré comme une souffrance de la personne. C'est-à-dire que le fait de considérer comme un péché les fantasmes et la représentation que nous en avons, des fantasmes de l'autre, met en évidence une façon, une façon collective de ce que j'appelle la judéo-chrétinité, qui est un écran devant nos regards qui nous empêche d'accéder à l'humanité de l'autre. La judéo-chrétinité est une violence en elle-même, et qui invite à la reproduction de la violence. La morale est une violence, pas l'éthique, la morale. Cette morale. Celle-là. Celle-là, celle-là qu'il faudrait se bouffer, qui est dans une espèce de normalisation, qui invite à une normalisation, à une certaine représentation du bien et du mal. Cette morale-là, tu fais bien de le préciser. Cette morale-là qui pense se débarrasser du mal en étouffant le mal. Voilà. Qui pense se débarrasser du mal en étouffant le mal. Et ben moi, le mal, j'ai eu à l'étouffer et j'ai eu à le retrouver. Et à un moment donné, je me rends bien compte, et ça m'a conduit où? À une vision qui n'a plus rien à voir avec cette morale-là. Et donc, j'ai confiance dans cette vision. Cette vision-là, elle est libératrice, parce qu'elle l'humanise. Elle libère l'homme de toute une part de son humanité qui a été refoulée au nom de cette morale. Dans le fond, ça va même bien au-delà d'actes commis, c'est vraiment une vision qui conduit à une humanisation, c'est-à-dire l'humanisation passe par l'intégration de l'ombre. Et l'ombre, l'ombre, elle peut s'incarner des fois de façon très bizarre. Jusqu'à des meurtres, des viols, etc. C'est une mise en acte, ou c'est un passage à l'acte, c'est-à-dire c'est l'ombre qui se manifeste dans les choses les plus terribles, les plus sordides, les plus horrifiantes, etc. Et donc à partir du moment où, en ce qui me concerne, j'ai rencontré toutes mes perturbations, les unes après les autres, et bien du coup, mon regard par rapport à celui qui avait tué mon fils, c'était plus du tout le même. Et donc, j'ai pu m'intéresser de façon ouverte au chemin qu'avait parcouru cette personne. En m'intéressant de façon ouverte au chemin parcouru par cette personne, je ne pouvais pas faire moins que de regarder les circonstances dans lesquelles ce viol et c'est pas un meurtre, c'est-à-dire ce coup et blessure qui ont entraîné la mort, c'est ça, aujourd'hui on ne peut pas dire autre chose que ça, il n'y a rien qui permet de dire autre chose que ça, mais c'est parti d'un viol. Alors, ça vient poser la question,
quand on y va d'un tout petit peu à la lorgnette, qu'est-ce qui a pu se passer, parce que moi je ne suis pas dans ces baskets, chez Patrick Thomas. Mais ce qui a pu se passer chez Patrick Thomas, mon hypothèse la plus plausible aujourd'hui, c'est que ce garçon, au moment des faits, était largué de partout. Il y a une vulnérabilité, on va dire quasiment ontologique, chez cette personne-là, que d'autres peuvent avoir aussi. Et sur ce terrain, ce double terrain des circonstances, donc le contexte, plus cette vulnérabilité qu'a une histoire, dans son histoire à lui, eh bien, il va rencontrer un gamin qui pleure et qui est paumé. Donc ce gamin qui pleure et qui est paumé, par résonance, mais tout ça c'est complètement inconscient, ça vient le percuter à l'endroit où il pleure et où il est paumé, lui. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Et à ce moment-là, on peut penser qu'il est devant l'insupportable, lui, Patrick Thomas, ça lui renvoie de l'insupportable, et à ce moment-là, cet enfant qui pleure et qui est paumé, on va vers le salir, l'écraser, le faire taire, et le pénis, à ce moment-là, c'est pas du tout sexuel au sens des fantasmes qu'on pourrait avoir là-dessus, ça devient une arme de salissure. Mais tout ça, c'est complètement inconscient. Et évidemment, c'est pour ça que dans mon propos, j'entends bien que ça vient convoquer des cliniciens. Le citoyen lambda, sans y mettre une connotation péjorative, il ne peut pas accéder à ça. Le citoyen lambda, il est pris dans les fantasmes collectifs tels qu'on les a évoqués précédemment. Si la partie apparente, il y a du sexuel, c'est-à-dire il y a un pénis qui à un moment donné va éjaculer, etc. Il y a un anus, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se met en scène? C'est ça qui nous informe. Et c'est pas n'importe quelle mise en scène. Et on ne fait pas l'économie de passer aussi par les rapports d'autopsie. Et c'est intéressant de le savoir, pour voir comment la mise en scène, c'est-à-dire ce qui va s'organiser inconsciemment, toutes ces résonances-là, et comment, moi j'y vois une histoire de salissure, donc à ce moment-là, le gamin, François, devient un objet. Donc il n'est plus une personne, il n'est pas une personne, il ne peut pas être une personne. Et il devient cet objet qui, à la fois, il faut le salir, et puis à un moment donné, il faut le faire taire, parce qu'en plus, dans la réalité, le gamin, il crie. Il y a une résonance qui va se produire, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quel moment que ça s'est produit chez Patrick Thomas, et c'est pas n'importe qui l'a rencontré. Via François, il rencontre le cri qui est en lui. Et le gamin paumé, il y a les deux. Mais ça lui est insupportable. C'est pas un garçon qui a fait une thérapie approfondie qui lui permettrait d'entendre les cris qui sont en lui. C'est dans ce sens-là que le dispositif que tu proposes de numéro vert et d'appel aux citoyens sur un média, notamment la télé, serait ce dispositif qui pourrait entendre ce gamin qui crie à travers l'adulte et notamment dans ses fantasmes de viol. Ouais, c'est qu'une écoute qui va aussi de ce côté-là. Les fantasmes de l'écoutant, ils ont suffisamment été traversés pour entendre tout ça.